Chers collègues, nous avons encore des personnes qui vont nous rejoindre, mais je vous propose que notre collègue Isabelle Pasteur procède à l'appel. Merci, monsieur le maire. Alors, Rémi Détang. Présent. Isabelle Pasteur présente. Moulet-Gélal, excusez, pouvoir à Catherine Gauzy. Catherine Gauzy. Présente. Philippe Schmitt. Présent. Sandrine Mutin. Présente. Mario Luchin, excusez, pouvoir à moi-même. Patricia Bonneau. Présente. Valentin Niaourou, je pense qu'il va être un peu en retard. Il ne saurait être... Voilà, il ne devrait pas tarder. Kéra Bouziane Laroussi. Kamaï Souvent-Lassi. Ah, pardon, oui, j'avais pas entendu ta voix. Annette Malaclet, excusez, pouvoir à Patricia Bonneau. Saturnin Aounou. Denis Reuet. Evelyne Preyoni Vincent. Sylvain Boulogne. Présent. Hicham Elkret. Véronique Bachelard. Présente. Céline Froiduro, excusez, pouvoir à Sophie Pantier. Sophie Pantier. Moussa Bamba. Noli Benjili, excusez, pouvoir à Sandrine Mutin. Joseph Thomas, excusez, pouvoir à Sylvain Boulogne. Naïma Comblonge, a priori absente, mais elle nous rejoindra Non, peut-être. apparemment non. Apparemment, Non. il viendra pas, non. Ok, donc je mets absent. Ok, Benoît Milot. Présent. Virginie Dos Santos. Présente. Sébastien Quinquer, excusez, pouvoir à Virginie Dos Santos. Gérard Desclin. Présent. Et Majid Tayebi. Présent. Très bien, le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Merci. D'ailleurs, notre collègue Céline Froiduro avait été tirée au sort dans le cadre des jurés d'assises et elle siège aujourd'hui, ce qui fait qu'elle ne peut pas être avec nous. Je vous propose que Patricia Bonneau soit notre secrétaire de séance et je vous propose également que soit désigné, un peu comme d'habitude, je dirais, secrétaire de séance auxiliaire, monsieur Johan Labier. Je ne vois pas d'opposition, il en sera donc ainsi. Le premier rapport, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17 octobre dernier. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas, je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité? Je vous remercie. Rapport numéro 2, il concerne l'enquête publique relative à l'exploitation d'une déchetterie professionnelle et d'installation de tri, transit et regroupement de déchets non dangereux sur la commune de Saint-Apollinaire. Vous la connaissez puisqu'elle exploite depuis déjà de nombreuses années ce type d'activité. C'est la société CTO qui souhaite procéder à une remise aux normes pour adapter ses installations aux nouveaux déchets. Sa dernière autorisation préfectorale date de 1996. Ce type d'exploitation pouvant entraîner des risques sur l'environnement comme des incendies, des pollutions, voire des explosions s'il y a incendie, etc. Une enquête publique diligentée par la préfecture a été ouverte du lundi 16 octobre 2023 à 9h au vendredi 17 novembre 2023. La commune de Saint-Apollinaire et les communes voisines environnantes ainsi que leurs habitants peuvent être entendus dans le cadre de cette enquête publique. Un commissaire enquêteur de la préfecture a tenu une permanence en mairie de Quetigny le samedi 4 novembre. Nous avions évidemment, comme la loi nous en fait obligation, diffusé l'information auprès du public via le site, notre site internet et un affichage en mairie. Aucun citoyen ou association quétignoise ne s'est présenté. Que vous dire? Que l'enquête sur les risques potentiels étant menée par la préfecture, nous nous remettrons à leurs conclusions et proposant donc à ce stade d'émettre un avis favorable à ce nouveau projet d'exploitation. Et en effet, lorsque nous connaissons le fléau des dépôts sauvages dans les villes et dans la nature, souvent causés par des professionnels peu scrupuleux, nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir une déchetterie professionnelle à proximité de notre territoire. C'est pour ça que
je vous propose donc d'émettre un avis favorable au projet d'exploitation d'une déchetterie professionnelle, déchets dangereux et non dangereux, et d'installation de tri, transit et regroupement de déchets non dangereux sur la commune de Saint-Apollinaire, comme je l'ai dit, par la société CTO, que vous connaissez certainement pour y avoir passé plusieurs fois devant. Si vous ne le savez pas, elle est située route de Grès en direction de Varrois, par exemple. Sur ce dossier, y a-t-il des interventions, Monsieur Declercq? Oui. Est-ce que ça fonctionne? Oui. À propos de cette déchetterie, le document arrêté préfectoral est daté du 11 septembre. L'ouverture de l'enquête publique s'est faite le 16 octobre. Nous avons eu un conseil municipal le 17 octobre. Nous apprenons que le commissaire enquêteur était à Quetigny le 4 novembre. Vous nous dites, je n'en doute pas une seconde, que ça figurait sur le site de la mairie, mais je dois être un mauvais citoyen. Je ne regarde pas le site de la mairie absolument tous les matins ou toutes les semaines, donc je n'en avais pas connaissance. La fin de la consultation du dossier sur Internet était le 17 novembre. Comment, dans ces conditions, nous prononcer sur l'opportunité ou non de l'installation, quel qu'en soit le responsable? Nous n'avons pas eu le temps d'instruire le dossier. Nous sommes donc obligés de vous faire confiance ou pas. En fait, je pense que la meilleure solution est tout simplement de s'abstenir. C'est un manque de confiance. Non, on n'imagine pas qu'il y a des produits occultes dans cette décharge. Ok, d'autres interventions? Je n'en vois plus, Monsieur Taillé. Juste rajouter, parce qu'il a oublié de le dire, mais on est très favorable, on se réjouit qu'il y ait une déchetterie, d'un recyclage, etc. Donc vraiment, on se réjouit pour ça, mais malheureusement, on manque d'informations. Merci. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc 2 abstentions. Je vous remercie. Rapport numéro 3, il concerne la modification des tarifs liés aux droits de place des marchés hebdomadaires. Et c'est notre collègue Véronique Bachelard qui nous le présente. Merci, Monsieur le maire. Nous avons souhaité relancer les marchés hebdomadaires en septembre de cette année en lançant un appel à manifestation d'intérêt auprès de producteurs et artisans locaux pour favoriser les circuits courts. Nous avons également organisé une inauguration festive afin de valoriser cette relance auprès des Quétinois et Quétinoises. L'objectif de ces marchés est de rendre accessibles à tous des produits frais, locaux, et de réaffirmer la volonté de la ville de tendre vers une consommation responsable et respectueuse de l'environnement. En juin 2023, le conseil municipal avait acté un droit de place à 2 € le mètre linéaire, prix qui était, je le rappelle, dans la moyenne basse des villes de la métropole. Pour autant, force est de constater que le marché hebdomadaire, pourtant plébiscité par plus de 700 citoyens, peine à se développer et à entrer dans les habitudes des Quétinois et Quétinoises. Nous voulons donner toutes les chances à ce marché pour que ce dernier se développe. Ouvrir le marché aux associations qui souhaitent vendre ou faire connaître leur activité en leur mettant à disposition des stands. Organiser des animations festives régulières et laisser la possibilité aux artistes amateurs de se produire lors des marchés. Et enfin, rendre le marché hebdomadaire gratuit pour les exposants afin de fidéliser leur présence, et ce jusqu'au 30 juin prochain. C'est pourquoi nous vous proposons par cette délibération de voter la gratuité des emplacements lors des marchés hebdomadaires jusqu'au 30 juin 2024. Merci pour cette présentation. Monsieur Declercq. Oui, les tarifs donc sont tellement modifiés qu'il n'y a plus de tarifs du tout, du moins à titre provisoire. Certes, ça représente de toute façon des sommes extrêmement modestes, hein, et il est prévu une date butoir qui est assez proche, donc on ne va pas faire un fromage, si j'ose dire, mais c'est une révélation de plus de l'attractivité insuffisante
de la place depuis les travaux qui ont été effectués. Nous espérons seulement qu'on n'aura pas la prochaine fois à payer les commerçants pour qu'ils viennent. Quoi qu'il en soit, tout ce qui peut contribuer à animer cette place est souhaitable. Nous voterons donc pour. Merci. Monsieur Declercq, vous savez très bien que ça n'a rien à voir avec la place, puisque avant le Covid, il y avait des commerçants qui étaient là, et la place était déjà aménagée. C'est surtout le fait que la crise Covid est arrivée, ça a cassé la dynamique du marché, et qu'aujourd'hui, il faut la relancer. Sauf que les commerçants sont allés sur d'autres marchés, donc ils ne nous attendaient pas spécialement, et qu'il nous faut les faire revenir. Et que vous savez également que le vendredi, et c'est dire aussi l'attractivité de nos producteurs, le vendredi soir, le samedi matin, chez Gilles Lambert, par exemple, on retrouve effectivement des commerçants qui sont là depuis des années et qui, de fait, ne sont pas intéressés pour venir Place Centrale. Donc voilà, le but, c'est de relancer le marché, c'est ce que nous allons continuer de faire. Il va y avoir une période aussi de Noël, peut-être, que l'on peut imaginer que certains commerçants seront intéressés. Mais c'est vrai que lorsqu'il faut le relancer, parce qu'aujourd'hui, il y a peu de commerçants, donc ça attire effectivement peu de commerce, et de fait, il faut être encore patient. Mais ça va venir. Et regardez ce qui se passe à Chevigny. Le marché du dimanche matin à Chevigny est en train de péricliter, il va s'arrêter peut-être prochainement. C'est aussi cette dynamique-là qu'on retrouve dans bien des lieux. Mais ça n'a rien à voir, je sais que vous voulez toujours revenir à la place centrale, ça n'a rien à voir avec la place centrale. Alors, si vous voulez peut-être un indicateur, alors que la crise immobilière aujourd'hui était une réalité, tous les appartements place centrale sont vendus. Et l'immeuble Elitis place centrale, dont la construction va commencer en décembre prochain, les appartements sont vendus. Et on va retrouver la pharmacie en rez-de-chaussée, il y aura des professionnels de santé. Voilà, c'est ça l'attractivité et la réalité. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation sur ce projet, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 4, il concerne un avenant au bail amphithéotique avec la Mutualité française bourguignonne. Et c'est notre collègue Philippe Schmitt. Merci, Monsieur le maire. Notre partenariat avec l'entreprise adaptée Promut, qui, à travers les métiers de l'environnement, offre un parcours d'insertion professionnelle aux personnes atteintes de handicap, est un partenariat fort que notre majorité souhaite faire perdurer. Nous travaillons avec l'entreprise Promut dans le cadre d'entretien d'espaces verts de la ville. Ces derniers nous ont accompagnés dans les plantations du verger conservatoire et ils exploitent une parcelle agricole que la ville leur a mis à disposition pour un projet de verger bio, route de Couternon, avec pour ambition d'utiliser très peu de ressources en eau et pour objectif d'y développer la transformation des fruits et d'y créer un espace pédagogique pour les enfants. C'est pourquoi Promut a souhaité agrandir sa parcelle de production. La parcelle ZL 80 de 3 hectares 10 est adjacente à leur parcelle déjà exploitée. Cette parcelle, originellement prévue pour un autre projet porté par les Jardins du Cœur et n'ayant pas abouti, nous proposons donc de permettre à Promut d'exploiter ces hectares. Promut y développera également des plantations forestières et un projet d'éco-pâturage. Il vous est donc proposé d'autoriser, Monsieur le maire, à signer l'avenant au bail amphithéotique ainsi que tout document nécessaire à son exécution. Merci, Monsieur Taïbi. Merci à M. Schmitt pour la présentation. Nous allons voter pour, évidemment, sur ce projet de verger bio, comme on l'a déjà dit la dernière fois. Juste demander quelques précisions sur pourquoi l'ajout de ces 3 hectares, quel but concrètement? Est-ce que ça reste toujours sur un but social, de l'emploi, ou bien il y a autre chose? Et puis sur l'éco-pâturage, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu concrètement comment ça va se passer? Qui, comment, dans la pratique, quoi. Je vais répondre à la deuxième question parce qu'elle est plus simple. Je n'ai pas
d'éléments sur l'éco-pâturage. Ils nous ont dit qu'ils avaient ce projet-là, mais je n'ai pas d'éléments concrets. Par rapport à la première question qui est posée, je crois que tout a été dit dans la délibération. On avait un projet, enfin, on a lancé il y a 5 ans maintenant, un appel à projet que Promut avait à gagner, entre guillemets. Hein. Et donc, ils les ont installés, ils ont fait tout ce qu'ils nous avaient promis. C'est-à-dire qu'ils ont construit un bâtiment qui est exemplaire au niveau architectural. C'était important parce que c'est comme l'entrée de ville. On a près de 1000 arbres, 980 arbres et arbustes fruitiers qui sont plantés. Il n'y a pas d'utilisation d'eau, qu'ils n'arrosent pas. Donc, il y a toutes les promesses qu'ils nous ont faites, ils ont tenues. Aujourd'hui, on avait cette parcelle en plus et il y avait un projet tenu par les Jardins du Cœur qui voulait faire du maraîchage. La problématique de l'eau, vous la connaissez, il n'y a pas d'eau là-bas. Et faire du maraîchage sans eau, c'est impossible. Donc, ils ont décliné ce projet-là. Et Promut nous a demandé s'ils pouvaient acquérir, non, parce qu'on ne leur vend pas, mais en tout cas exploiter les 3 hectares restants. Je dirais, comme aujourd'hui, Promut est vraiment, on a un vrai travail avec eux. On a parlé du verger conservatoire, mais il y a d'autres choses qui ont été faites. Je pense à la haie bocagère qui descend sur le boulevard de l'Europe. Il faut voir les personnes de Promut au contact des enfants, c'est quelque chose d'assez remarquable. Il y a une vraie complicité qui se crée entre l'enfant et les gens de chez Promut, et ça me paraît important. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, ils ont rapatrié un certain nombre de matériel, et on les voit tous les matins à 7h30 démarrer de chez eux. Ils vont à Chenot, ils vont à Longwy, ils vont partout, parce qu'ils ont rapatrié du matériel sur Quetigny, et donc du personnel qui a des locaux pour pouvoir prendre sa douche le soir en rentrant, etc. Donc il y a à la fois de l'emploi, de l'insertion, et puis des projets bio, et moi ça me va bien. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation sur ce projet qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie, effectivement. Promut, nous les connaissons bien à Quetigny. Ils ont une expertise, vous l'avez vu à travers les projets que nous organisons, et ils vont continuer, d'autant plus que dans la parcelle que nous allons leur céder en plus, il y a la volonté d'une production de plantes forestiers. C'est d'autant plus important que vous entendez certainement que comme on renaturalise on revégétalise les villes, d'ici 2-3 ans, il sera très difficile d'avoir des arbres parce qu'il n'y en aura plus en culture. Donc, il faut relancer cette culture. C'est aussi un peu l'idée que Promut imagine. Je vous propose de passer au rapport 5. C'est toujours notre collègue Philippe Schmitz et ça concerne la cession de la parcelle AE 326 qui est située 19 boulevard Olivier de Serres. Merci, monsieur le maire. Donc, le site de l'ancienne école ENITA, située boulevard Olivier de Serres, a été acquis par la commune de Quetigny avec un portage par l'établissement public foncier local, afin de maîtriser son devenir. En effet, la localisation du terrain situé en entrée de ville en fait un lieu stratégique. Nous avions alors acquis le terrain et le bâtiment en l'état de friche pour un montant de 1 050 000 €. La majorité a souhaité, dans le cadre de son programme municipal de 2020-2026, travailler à l'installation d'une école sur ce site. Notre volonté a porté ses fruits, puisque l'école hôtelière Restauration Vatel souhaite acquérir notre parcelle pour installer son 55e campus. Le campus de Quetigny comprendra des locaux administratifs et à usage d'enseignement pédagogique, une cuisine, des ateliers de pratique et des locaux de production et de stockage. Un hôtel d'application de 50 chambres 4 étoiles, un restaurant traditionnel d'application, un student center, des hébergements en résidence étudiante et pour les jeunes actifs, 210 unités, un ensemble de logements
de 83 appartements du T1 au T4 et un ensemble de stationnements réglementaires réalisés en extérieur de 160 places de parking automobile et de 407 places de stationnement pour vélos. C'est une réelle opportunité pour la commune et pour la jeunesse, puisque cette école accueillera plus de 400 élèves et une centaine de professeurs. La dynamique de notre ville, ses équipements sportifs à proximité, le tramway en cours de ville et l'ouverture prochaine de la parenthèse ont fortement contribué à l'attrait de Vatel pour notre commune. C'est également une opportunité en termes de requalification de friches, puisque l'ancien bâtiment représentait plus de 6 560 mètres carrés de surface imperméabilisée et contenait de l'amiante, et le nouveau projet compte plus de 660 mètres carrés de surface perméable. C'est-à-dire qu'on va diminuer par rapport à ce qui existe aujourd'hui la surface perméable. La surface de plancher du projet Vatel sera de 12 640 mètres carrés et le projet présenté aux élus veille à respecter l'environnement. Plus de 60 arbres seront plantés, les toitures seront végétalisées et le cheminement interne à la parcelle seront perméables. Enfin, le permis de construire fera l'objet d'une étude environnementale au cas par cas en lien avec la DREAL et les esquisses seront présentées aux riverains avant le démarrage des travaux de construction. L'ouverture de l'école Vatel est prévue pour la rentrée scolaire 2026. Les travaux de construction devraient s'étendre sur une durée de 18 mois. La parcelle de 16 012 m² sera cédée à la société Océanis, qui agit pour le compte du groupe Vatel dans la construction. La vente sera réalisée au prix de 1 570 000 € hors taxe. Avant la vente, la commune procédera à la déconstruction de la friche qui fera l'objet d'une délibération numéro 9 que nous verrons plus tard. Il est donc proposé au conseil municipal de céder à la société Océanis Promotion la parcelle cadastrée AE 326 d'une superficie de 16 012 m², correspondant au site dénommé Exenita, situé 19 boulevard Rollier de Serre, moyennant le prix de vente total de 1 570 000 € hors taxe. Merci. C'est un beau projet. Je ne doute pas qu'il y aura des interventions. Monsieur Declercq. Oui, alors nous sommes pleinement conscients du fait qu'il existe des éléments positifs dans ce dossier. La fin de cette friche pédagogique, si l'on peut dire, de plus en plus délabrée, typique de la France moche, voire dangereuse, est souhaitable. On reste dans une logique de valorisation de l'agriculture et de l'élevage. Il y a dans ce dossier une création d'activités et d'emplois non sans rapport avec les atouts de la région Bourgogne. Et j'ai eu l'occasion de voir en commission patrimoine projet urbain le projet d'aménagement. Je constate qu'il y est prévu de l'espace et de la verdure, toiture, parking, en herbe, etc. Mais il s'agit d'un établissement privé qui remplace, après quelques décennies, un établissement public. Hors contrat, si nous avons bien compris, sur un terrain public. On se dépossède d'une partie de notre patrimoine foncier. Même si le projet reçoit des subventions, ces subventions sont aussi de l'argent public. Le prix auquel ce terrain est cédé est très bas. Quelques comparaisons, on a essayé de calculer. Par rapport à l'achat de la maison Perrault, 282 € le mètre carré. Pour l'immeuble de la Poste, 386 € le mètre carré. Pour la parcelle ancienne Manivelle, 763 € le mètre carré. Pour l'ex-site Atlas, 221 € le mètre carré. La vente à Océanis Promotion, pour Vatel et Uxo, représente 118 € le mètre carré. C'est la commune qui finance la démolition, le désamiantage, l'évacuation des déchets, qui risque, d'après nos calculs à la louche, de diminuer le prix de vente par 2. Cet établissement privé
est en concurrence avec les compétences du lycée public du Castel à Dijon, de l'école des métiers Lannou à Longwy. N'oublions pas l'AFPA de Chevigny qui tente de renaître. Vatel est loin d'être un modèle en termes de respect de la législation du travail et de relations humaines entre enseignants et élèves. Les études y sont très chères, des milliers d'euros par an. Quelle garantie avons-nous sur le respect à long terme des engagements de ce groupe privé? Ne se débarrassera-t-il pas de ce qui est pour lui le moins rentable? Avez-vous eu connaissance? Avez-vous suggéré des projets alternatifs? Ne nous plaçons-nous pas dans l'orbite de M. Rebsamen et de ses grandioses projets de capital gastronomique? Pour nous, ce projet élaboré dans le secret entre les deux communes de Dijon et Quetigny était typiquement celui qui aurait dû faire l'objet de la démocratie participative dont nous avons discuté le texte la semaine dernière et que nous retrouvons dans le dossier sur nos tables, avec les notions de reconnaissance de l'expertise du public, inclusion de l'ensemble des usagers du territoire, promotion des initiatives citoyennes, évaluation, communication et transparence. J'ai bien entendu qu'on montrerait la maquette au public peu avant la construction. Or, aujourd'hui, nous nous prononçons sur son contenu quand pratiquement tout semble avoir été décidé et ficelé. Donc, en dépit des éléments positifs du projet, que nous ne nions pas, mais qui aurait pu être valorisé par une autre approche avec un partenaire moins vorace, peut-être, nous voterons contre. D'autres interventions? Alors, Vatel, c'est un groupe privé, mondial. Le groupe est mondial. L'ENITA était une école publique. Et c'est l'école publique qui est partie de Quetigny. C'est pas Quetigny qui a mis dehors le lycée, enfin l'école d'ingénieurs. Non, mais moi je vous réponds. C'est l'école. Et depuis que nous avons mis à disposition ce terrain, il n'y a aucune école publique qui nous a sollicité. Lorsque, dans le cadre des négociations en tant que président de l'EPFL avec l'État pour acquérir la parcelle, puisque le but c'était bien d'y installer une école, nous nous sommes engagés effectivement pour y installer une école. Et il n'y a eu personne. Et aujourd'hui, il n'y a toujours personne. Alors, élaborer dans le plus grand secret, vous savez très bien, enfin vous ne savez pas justement, c'est bien la difficulté, ce type de négociation se fait forcément avec les interlocuteurs, la ville qui propose le terrain, Vatel qui souhaite acquérir le terrain, et la métropole, parce que c'est un projet d'envergure métropolitaine. Vous allez voter contre, je le regrette, parce que vous avez tort, parce que ce projet, effectivement, il s'inscrit dans la dynamique. Il y a Ferrandi à la Cité de la Gastronomie. Il n'y a pas une concurrence avec Ferrandi. Ils sont sur deux créneaux différents. Il n'y a pas de concurrence. Et donc, le but, c'est bien d'acquérir cette école. Nous aurons 400 élèves. Nous aurons une centaine de professeurs. Si nous avions voulu faire des immeubles, ces terrains, nous les aurions vendus effectivement depuis longtemps et nous aurions fait du bénéfice. Or, avec une école, vous ne faites pas de bénéfice. Jamais. Avec ESEO, EST. Comment? C'est un groupe privé, bien sûr. Oui. Mais avec l'ESTP, ESEO qui se sont installés à l'entrée de Dijon, allez voir les tarifs. En plus, bon, vous l'avez dit, c'est sans doute votre jeunesse en tant que conseiller municipal. Ne comparez pas, surtout ne vous amusez pas à comparer le prix des mètres carrés d'un quartier à l'autre. Ce sont les projets aussi qui définissent les mètres carrés. Si vous développez de la surface de plancher, si le type de projet fait que on ajuste le prix du mètre carré. Si c'est une surface commerciale, là aussi, évidemment,
le prix peut être différent. Donc, ne comparez pas d'un terrain, d'une parcelle à une autre. Donc, ce projet, effectivement, il est important. Je l'ai dit, c'est un projet métropolitain, puisque à l'entrée de Dijon, il y aura également un projet d'un restaurant food court, donc pour valoriser la cuisine internationale. C'est là aussi, c'est 500 mètres carrés qui seront dédiés à la gastronomie internationale. C'est à l'entrée de Dijon, en face le radar. Quand vous rentrez dans Dijon, il y a un radar, et j'imagine que vous y faites toujours attention. Et bien, de l'autre côté de la rue, il y a 2 pavillons qui vont être déconstruits, et là aussi, Vatel s'installera. Donc, vous voyez, c'est un projet d'envergure, évidemment. C'est aussi l'attractivité de Quetigny. Si Vatel vient à Quetigny, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y avait des logements pour les enseignants, la place centrale. Donc vous voyez, ça va à l'encontre de ce que vous disiez. C'est parce que nous avons le tram et que les élèves, ils sont à 30 minutes de la gare de Dijon, même les professeurs qui peuvent être évidemment mobiles. C'est un projet d'envergure. Donc vous votez contre, c'est votre droit le plus strict, mais je regrette que vous soyez absent sur des sujets aussi importants pour l'avenir des Quétignois. C'est une attractivité dont nous sommes fiers, effectivement. C'est plus d'1 an de négociation, plus d'1 an. Parce qu'à l'origine, ils prenaient l'ensemble du terrain, c'est 16 000 mètres, comme vous l'avez vu. Au début, ils voulaient moins. Nous leur avons proposé de prendre plus pour avoir un projet évidemment plus aéré, un projet plus végétalisé, qui prenne en compte les équipements sportifs. Nous avons le terrain synthétique, c'est pas un hasard. Les équipements sportifs que nous rénovons pourront être mis à disposition de Vatel par le biais d'une convention, donc ça sera aussi des revenus. Le fait d'installer une école Vatel, c'est des revenus par le biais du foncier tous les ans, et tout ceci va participer à l'attractivité de la ville. Vatel, c'est le 55e campus. Il y en a en France, évidemment, il y en a en Suisse, il y en a à l'étranger, et nous participons effectivement à cet essor de la gastronomie. Il y a une cité gastronomique à Dijon, et nous nous inscrivons pleinement dans ce projet. Madame Dos Santos. J'ai juste... C'est bon. Non, j'ai juste une remarque, parce que page 5, si je ne me trompe pas, il est noté « et demeurer si annexé le descriptif des travaux » et je ne trouve aucune annexe, sauf erreur de ma part. Il nous manque l'annexe, je pense. Page 5, sur usage du bien, sur l'avant-dernier paragraphe. De la présente délibération? Du projet de la d'accord. professionnelle acmatique. Ah oui. D'accord. Excusez-moi. Je ne sais pas si c'est un oubli. Ou... Oui, certainement. Page 5, le paragraphe usage du bien. On est censé avoir un descriptif des travaux A qui seront priori, effectués. effectivement, c'est un oubli. Vous pourrez nous le faire, Bien nous le sûr. transmettre? Merci. Pardon, ultérieur. Merci. Désolée. Tout à fait. Voilà, comme quoi il y a encore... nous y travaillons la semaine dernière. Sur Monsieur Tanini. Si vous permettez juste de rajouter deux petits mots. Comprenez, Monsieur Détang et nos chers collègues, que ce n'est pas nous opposer pour nous opposer. C'est pas ça. Il ne faut pas le comprendre. Mais évidemment, il y a notre jeunesse comme élu, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi notre inquiétude qu'une fois qu'un groupe privé devient propriétaire d'une partie donc, de notre commune, sur le long terme, on s'inquiète sur le long terme, parce qu'évidemment, on ne sera pas là pour
tous pour le vérifier, sur le long terme, sur l'objectif de la formation. Former des jeunes, évidemment, ça nous tient à cœur. Mais un groupe privé, par définition, et puis il y a le contexte international qui peut changer, etc. C'est les garanties qu'on peut avoir sur ces objectifs de formation de jeunes. Et évidemment, on est très content d'avoir des jeunes et des profs nous sommes tous les deux professeurs. Alors, j'entends, mais sur le long terme, vous n'avez jamais de garantie, même les écoles publiques, d'ailleurs. Oui, juste un mot pour en finir. Vos arguments sont tout à fait recevables, je les écoute. J'en ai donné aussi moi-même quelques-uns. Nous en avons discuté longuement entre nous, membres de la liste, etc. Et on est arrivé à cette conclusion parce que le seuil de certitude de la qualité de ce projet pour l'avenir de Quetigny nous a paru franchement douteux. On n'a pas pris une décision pour jouer les opposants systématiques, on a bien pesé les choses et on est arrivé à cette explication. Oui, mais tout comme vous ne pourrez pas dire que vous étiez pour en votant contre. On ne le dira pas. J'espère même qu'on n'aura pas l'occasion de dire « Regardez, nous avions raison », parce que ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Non, tout à fait. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas vraiment prouvé que vous aviez raison sur bien d'autres projets. Mais l'avenir le dira. Mais là, je trouve dommage que vous ratiez une page importante de l'histoire de Quetigny. Alors, juste peut-être une précision pour Madame Dos Santos. On me dit que l'annexe des travaux concerne la démolition et pas l'annexe des travaux. Oui, c'était les travaux que la ville va engager. Mais de démolition. Oui, de démolition. Oui. Donc ça, on vous la transmettra effectivement. Qu'il n'y ait pas de quiproquo avec les travaux de construction. C'était les travaux que va financer la ville. C'est ça. Merci. Et même, j'en terminerai là, juste lorsque nous avons souhaité acquérir ce terrain, l'État est très mauvais vendeur de ses biens. À l'époque, le bâtiment était plutôt en état, en tout cas, parce qu'on se posait même la question, est-ce qu'il faut le déconstruire ou le réhabiliter. Le réhabiliter, enfin le preneur de projet, il avait ces deux possibilités. Aujourd'hui, c'est plus possible. Mais l'État a mis tellement longtemps à comprendre que lorsqu'on lui disait que la démolition coûterait cher, il voulait, d'ailleurs il le vendait à un prix beaucoup plus important, et c'est à force de négociations, mais qui ont duré très longtemps, et c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir un prix de 1 050 000 dans le cadre de l'achat, et ils avaient même mis une clause qui disait que il y avait une durée, que si on vendait le terrain avec un bénéfice, l'État empocherait une partie du bénéfice. Comme quoi l'État est aussi mauvais vendeur, et même dans les projections, il n'avait pas intégré qu'effectivement l'installation, alors qu'à l'époque déjà, nous disions c'est pour y installer une école. Voilà. Donc aujourd'hui, cette réalité-là, il faut du temps, il faut le temps que les projets mûrissent, je vous l'ai dit. Avec Vatel, nous sommes en discussion depuis un peu plus d'1 an. Ils sont venus, même dans cette même salle, c'était en juillet dernier. Et depuis juillet, il y a eu beaucoup d'échanges, de visio, du travail avec les notaires pour effectivement conclure ce dossier qui, pour l'avenir de Quetigny, des Quetignoises, et pas que, des métropolitains, et puis nous verrons aussi des élèves qui viendront d'autres départements, et tout ça amènera de la vie à Quetigny. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, donc 2 contre, de s'abstenir, adopté. Je vous remercie. Rapport numéro 6. C'est Mme Isabelle Pasteur qui nous présente. C'est une garantie d'emprunt au profit de Vif 3 Bourgogne pour le financement
de la construction d'un hangar, mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu. Exactement. Alors, notre dernier conseil municipal avait adopté la délibération visant à accorder une garantie d'emprunt au prêt que souhaite contracter VIF 3 au profit de l'entreprise adaptée Promut pour la rénovation et l'extension de leur hangar, accueillant les vestiaires et demain l'unité de transformation de fruits produits sur place. La demande qui émanait de VIF 3 datait de l'été et malheureusement, les taux bancaires proposés à cette date ont évolué au moment de notre précédente délibération. Nous sommes donc dans l'obligation de voter une nouvelle délibération avec le nouveau taux bancaire, donc qui est maintenant de 4,12% au lieu des 3,50% que nous avions votés. Afin de rassurer certains membres de l'opposition, je tiens à rappeler que VIF 3, qui se décompose notamment d'Harmonie Mutuelle, de la MGEN ou encore de MNT, a investi en 2022 plus de 15 millions d'euros, dont 6 millions d'euros dans des biens immobiliers, qui pourront donc couvrir le risque de cet emprunt. Par ailleurs, le groupe VIF 3 est tenu de publier chaque année un rapport sur sa solvabilité que vous êtes libre de consulter. Les fonds propres de l'UMJ Group VIV en 2022 s'élèvent à plus de 100 millions d'euros. Voilà, c'était pour rassurer certains qui étaient inquiets au Conseil dernier. Il vous est donc proposé d'accorder la garantie de la commune à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par VIF 3 Bourgogne-Franche-Comté auprès du Crédit Agricole. Merci. Monsieur Taïbi. Merci, Madame Pasteur, pour cette présentation. Et évidemment, on a voté pour la dernière fois et on va voter pour toujours, mais juste avec des précisions. On est étonné un petit peu qu'en l'espace d'un mois, il y a ce changement de taux, quoi. Alors, c'est pas en l'espace d'un mois, en fait. Oui, là, voilà, nous... la banque avait... Enfin, ils avaient contracté... ils avaient eu la proposition par la banque au courant de l'été. Quand nous, on a passé cette délibération, on n'a pas été alerté par rapport au fait que le taux, entre-temps, avait changé. Et du coup, malheureusement, on est obligé de repasser cette délibération parce que le taux a augmenté, mais pas en l'espace d'un mois. Là, parce que logiquement, quand on obtient la garantie d'un emprunt, en principe, on peut même avoir une petite marge de négociation avec le banquier. La preuve que non. Les banques sont très, je dirais, pas voraces aujourd'hui, mais bon, voilà. Ça fait quoi, plus 0,6% de plus. Oui. Mais je reviens quand même aux questions que je vous ai posées la dernière fois, parce qu'on n'a pas eu de réponse. C'est sur la somme elle-même, donc 1 million d'euros pour ce hangar. Et j'ai posé la question la dernière fois, mais vous ne m'avez pas apporté les bonnes réponses, en tout cas des réponses très nettes et claires. Est-ce que c'est une construction? C'est l'ancien hangar qu'on rénove? Non, je viens de vous le repréciser, c'est la rénovation et l'extension de leur hangar qui accueille les vestiaires et demain qui fera une unité de transformation de fruits produits sur place. Je viens de vous donner la précision. Voilà, je posais des questions aussi sur les superficies, les surfaces concernées par rapport à ce hangar. J'ai posé déjà la question la dernière fois, et on ne les a pas non plus cette fois-ci. Si vous voulez la superficie exacte, on pourra vous la redonner, Monsieur Tellier. Si vous pouvez pas. Oui. C'est pas uniquement pour moi, on parle aussi pour une partie, au moins une partie de nos concitoyens. Oui, non, mais tout à fait. Voilà. On s'excuse de ne pas vous avoir donné la réponse exacte la fois précédente. Les trois termes ont été utilisés, que ce soit la notice, donc construction ou rénovation, ou il y avait même dans le complément d'information que vous nous avez envoyé, il y avait finalisation des travaux. Donc voilà. Donc là, ce que je vous confirme, c'est que c'est de la rénovation et de l'extension du hangar qui permet d'accueillir les vestiaires. Parce que le premier hangar, ça ne fait pas longtemps qu'il est construit. Alors, donc comment on va... C'est ce même hangar qui a été construit il y a 5 ans à peu près, et sur lequel ils sont réintervenus, comme le précisait ma collègue et notre collègue Isabelle, où ils installent là... Voilà, des nouvelles choses. Okay. Et j'avais juste une dernière chose, c'était est-ce que le financement a été étalé ou échelonné, ou bien c'est en une seule tranche? C'est-à-dire le financement de cette construction. Est-ce qu'il y a une partie qui a été avancée déjà, ou bien ça sera sur ce prêt d'1 million d'euros? Non, le prêt, là, c'est pour les objets dont on a cité. Le prêt, ça va être pour la rénovation et l'extension de leur hangar, afin de pouvoir faire une unité de transformation pour des fruits qui vont être produits sur place. Okay. Merci.
Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes d'information, je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopter à l'unanimité? Je vous remercie. Rapport numéro 7, c'est la DM numéro 1 pour 2023 dans le cadre du budget principal. Et c'est évidemment Isabelle Pasteur qui le présente. Merci, monsieur le maire. Alors, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, la commune enregistre des dépenses et des recettes nouvelles en 2023, non prévues dans le budget primitif adopté en avril 2023. Ainsi, notre budget de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 128 268,30 €. Nous accusons en fonctionnement des dépenses réelles supplémentaires de plus 58 268,30 €, qui s'explique principalement par la revalorisation de la valeur du point d'indice au 1er juillet 2023, ainsi que par la hausse des prix directement liés à l'inflation du marché public pour la restauration scolaire. Je tiens ici à rappeler le choix de la municipalité de proposer des repas à la cantine à 1 € pour les familles les plus modestes. Toujours en fonctionnement, nous enregistrons des recettes en hausse de plus 128 268,3 €, principalement liées à une majoration de notre dotation globale de fonctionnement. Concernant la section d'investissement, nous enregistrons des dépenses nouvelles à hauteur de 20 kg € pour les études préalables à la déconstruction des bâtiments de l'ex-Enita et des baisses de dépenses prévues liées à la révision de l'APCP construction d'une médiathèque 3e lieu, faisant ainsi diminuer nos dépenses sur la section d'investissement de plus de 1 million. Mais nous verrons cela donc dans les délibérations 8 et 9. Les nouvelles recettes majeures et non prévues au budget initial proviennent principalement de 2 subventions à hauteur de 260 kg €, où on a donc d'une part du fonds vert de l'État pour la déconstruction du bâtiment de l'Edinta et d'autre part de la région pour le terrain football synthétique. Mais on a également le produit de la vente du terrain du boulevard de l'Europe au profit de la société Classe pour un montant de 175 kg €. Il vous est donc proposé d'approuver la décision modificative numéro 1 pour 2023 selon le tableau joint en annexe 4. Pas de souci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas, donc je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Après la DM1, je vous propose de passer à la révision de l'autorisation de programme qui concerne la construction d'une médiathèque 3e lieu située place centrale. Tout à fait. Avec des appartements, vous pouvez voir maintenant les lumières. Tous les appartements sont occupés. Je vais croire que d'équipement pourrait beaucoup d'intérêt effectivement dans ce bâtiment et cette médiathèque qui est 3e lieu qui sera inaugurée le 16 mars prochain. Très bien. Alors, sans modifier le montant total donc de 5 541 000 € de la PCP de la parenthèse, il est proposé de procéder à une répartition des crédits entre la fin de l'année 2023 et l'année 2024, principalement en raison du décalage de facturation et de réception de matériel informatique et de mobilier qui interviendront début 2024. Cette révision permet d'enregistrer les montants suivants, donc 2 502 277 € en 2023 et 1 077 585 € en 2024. Il vous est donc proposé de réviser l'autorisation de programme construction d'une médiathèque 3e lieu selon le tableau joint en annexe 5 à la présente délibération, d'acter une nouvelle ventilation des dépenses entre les chapitres et de préciser certaines répartitions entre les articles d'un même chapitre en lien avec les acquisitions annexes qui sont précisées à quelques mois de l'ouverture, électroménager, sonorisation et la nouvelle nomenclature M57. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc adopté là aussi à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous propose de passer au rapport 9, qui concerne l'ouverture de l'autorisation de programme, donc pour la déconstruction du site de l'ex-Enita. Voilà, on va avoir 4 délibérations, ça va être que des autorisations de programme.
Alors, mon collègue Philippe Schmitt a rappelé l'importance de ce projet d'implantation d'école au sein de notre commune et l'arrivée de 400 élèves et d'une centaine de professeurs. J'ajouterai que porter un projet de construction d'une école n'est jamais facile. Il s'agit de trouver un accord préservant les équilibres économiques de notre commune, ainsi que ceux du promoteur de l'école. Il eût été plus simple de vendre cette parcelle à des promoteurs immobiliers. Mais là n'était pas notre projet politique pour la dynamite de Quetigny. Nous avons préféré le choix d'une école mondialement reconnue sur des métiers d'avenir. Dans le cadre de la cession du terrain boulevard Olivier de Serres pour la construction du campus Vatel, la ville s'engage à céder un terrain à bâtir et donc de démolir les bâtiments qui se situent sur cette parcelle. Pour ce faire, la ville va engager une étude de démolition ainsi que des travaux de déconstruction. Le coût prévisionnel des travaux est arrêté à 2 310 000 € TTC. Concernant les recettes de cette opération, la ville bénéficiera du fonds vert recyclage du fonds foncier pour un montant de 600 000 € qui nous ont d'ores et déjà été notifiés, ainsi que d'un fonds de concours prévisionnel de Dijon Métropole d'un montant de 200 000 €, de la soulte de la vente du terrain à Océanis correspondant à la différence entre les frais d'acquisition et de portage du foncier, et les recettes liées à la vente des parcelles auprès de l'opérateur pour un montant prévisionnel de 400 000 € minimum. Enfin, les recettes du fonds de compensation pour la TVA sont évaluées à environ 300 000 €. Après quelques années d'exercice du projet Vatel, la taxe foncière perçue nous permettra d'équilibrer ce projet. Dans le cadre du vote du BP 2024, il vous sera proposé d'arrêter le coût prévisionnel des travaux plus précisément en lien avec les évaluations du maître d'œuvre externe. Il vous est donc proposé d'approuver l'ouverture de l'autorisation de programme déconstruction du site ex-Enita d'un montant de 2 310 000 €, dont les crédits de paiement annuels sont répartis en 2023, 2024 et 2025. Merci. Monsieur Taïbi. Merci. Évidemment, c'est en lien avec une question précédente que mon camarade Gérard a traitée. Juste une demande de précision, si vous pouvez, sur les opérations prévues, parce que le coût des travaux, 2 310 000 € TTC, nous semble haut. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les opérations qui sont prévues pour que ça coûte aussi cher? D'autant plus que, évidemment, ça a été dit, le prix de vente à l'origine donc est un peu moins cher. Voilà. Évidemment, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas comparer, mais comparaison ne veut pas raison, comme on dit, mais on ne peut pas s'empêcher quand même parce qu'à titre de comparaison, justement, le site Atlas, par exemple, a été déconstruit, désamianté, terrassé, donc pour 524 000 €, et les surfaces des bâtiments sont plus grandes. Oui, mais on n'était pas sur les mêmes la structures. Poste aussi, donc voilà. Même si, évidemment, mais les chiffres ne sont pas toujours comparables, vu les sites, la situation géographique, mais bon, les experts... Pour vous répondre, déjà, le montant de 2 310 000, c'est un chiffre prévisionnel, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas reçu tous les devis par rapport aux travaux qu'on va réaliser sur ce site. Les travaux, dans un premier temps, ça va être la démolition des bâtiments, mais pas que. Il va falloir aussi les désamianter. Et on sait à l'heure d'aujourd'hui qu'un désamiantage, tant qu'on n'a pas touché le bâtiment, on ne sait pas à quelle hauteur, ce que va représenter ces travaux de désamiantage. S'il y a de l'amiante dans les murs ou au sol, ça peut être différent que s'il n'y a que de l'amiante dans la peinture. Après, il y aura également une opération peut-être au niveau du sol aussi, s'il y a de l'amiante au niveau du sol. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on a préféré être peut-être pessimiste au niveau du montant global de ces travaux, mais on préfère avoir une enveloppe maximum, quitte à revenir, c'est pour ça que je vous le précisais, que quand on va élaborer notre budget 2024, on aura reçu les devis des entreprises et on pourra certainement revoir ce montant et on l'espère plutôt à la baisse. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire dans l'explication, mais à l'heure d'aujourd'hui, nous, on n'a pas reçu tous les devis, donc on a aussi on n'a pas le montant exact et c'est pour ça qu'on ouvre une autorisation de programme qu'on peut réviser chaque année par rapport aux factures que l'on reçoit ou pas. Nous sommes sur des volumes très importants, comme vous pouvez le voir de la rue, certes, mais et ce qui nous fait penser, on peut peut-être espérer en tout cas, alors il y a la conjoncture, on sait qu'aujourd'hui en termes de construction,
tout commence à partir vers l'arrêt, les entreprises auront peut-être besoin d'avoir des marchés, donc peut-être que les prix vont être tirés vers le bas. C'est pour ça aussi que l'on espère, en tout cas, être en dessous des 2,3 millions, mais aujourd'hui, nous n'en avons pas la certitude. Ça reste dans l'espérance. Mais c'est un travail gigantesque de déconstruction des amiantages, effectivement. Les services de la ville y travaillent depuis des semaines, je dirais. Et effectivement, même avec l'architecte, c'est comment on voit, est-ce qu'on doit tout démolir, même les fondations. Si pour autant ces fondations, là où sont les fondations, on fait des parkings, il n'y a peut-être pas nécessité d'aller déconstruire les fondations. C'est peut-être aussi ces articulations-là qui peuvent faire que les prix soient diminués en tout cas. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est un chiffre prévisionnel avec une espérance à la baisse. Et juste pour faire le lien par rapport à Atlas, Atlas c'était une structure métallique, hein, donc on était plus sur une notion entre guillemets hangar. Là on est vraiment sur du bâtiment dur, béton, voilà, donc avec des structures complètement différentes. J'ai donné l'exemple de la Poste aussi. Alors la Poste c'était un bâtiment qui était déjà moins haut, avec une superficie moins grande, donc on n'est pas du tout sur la même dimension non plus. Sur les bâtiments aussi, c'est plus grand. Pardon ? Sur les bâtiments, la surface des bâtiments par rapport à l'Unitas, c'est plus grand la Poste. Ah non, Voilà. ah non, elle était beaucoup plus Pour les petite. bâtiments concernés par le... Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'était beaucoup plus petit. Ah oui, il n'y a pas de comparaison. Ah non. Madame Dos Santos. Dans votre intervention, Isabelle, si j'ai bien compris, la vente d'Enita nous coûte au plus haut, là pour l'instant, 770 000 € environ. Non. Alors, nous coûte, que vous voulez dire en bilan d'opération ? Bah, en bilan d'opération, on Oui, est dans alors le négatif. d'aujourd'hui, oui. Mais Et comme on n'est que sur des montants prévisionnels, si on diminue l'enveloppe de déconstruction, on diminuera aussi notre enveloppe en recettes, en dépenses propres. Et les recettes, parce que vous avez parlé à un moment des impôts fonciers. Oui, de la D'accord. taxe foncière qui sera perçue D'accord. une fois que le projet Vatel sera installé, puisqu'il y aura des logements et une école, la taxe foncière sera versée à la ville. D'accord, merci. Donc effectivement, on a fait un prévisionnel du montant de ces recettes de taxes foncières et on estime qu'en 3-4 ans, on pourra rembourser entre guillemets notre... Oui. Mais après, je dirais à l'heure d'aujourd'hui, on n'est vraiment que sur du prévisionnel. Donc on pourra affiner cette autorisation de programme dès lors qu'on aura tous les devis et qu'on aura fait le choix au niveau des entreprises. Vous nous communiquerez tous les chiffres en temps et en heure ? Bien sûr, Oui, puisque de c'est toute façon, marqué, d'ailleurs. il faudra qu'on le vote au niveau du budget. D'accord, ok. Donc, comme on aura tous les devis pour voter le budget, on aura des montants précis, là, pour le coup, Merci. et on ne sera plus sur du prévisionnel. Là. Je ne sais plus exactement où, mais il est bien marqué dans les délibérations que l'on reviendra effectivement avec Oui. les chiffres précis. Tout à fait. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, 2 abstentions. Donc adopté. Je vous remercie. Le rapport suivant, Donc, c'est le 10. c'est le rapport 10 et il concerne l'ouverture de l'autorisation de programme Les Aiguisons dans le cadre de la rénovation thermique du restaurant scolaire et d'autres travaux sur le même groupe scolaire, sur le même bâtiment, même, on pourrait dire. Tout à fait. Donc, dans le cadre de la rénovation de son patrimoine et de la volonté de la municipalité de rendre ses bâtiments plus performants en matière de consommation énergétique, il a été identifié en priorité de procéder à la rénovation de l'école des Aiguisons. Cette opération de travaux qui fait l'objet de la présente autorisation de programme vise principalement la rénovation thermique du bâtiment accueillant le restaurant scolaire. L'AP, donc l'autorisation de programme, est ouverte à hauteur de 800 kg € répartis en 3 exercices budgétaires. Donc on vous propose d'inscrire 20 000 € en 2023 donc pour couvrir les études, 340 000 € en 2024 pour couvrir la finalisation des études et démarrer les travaux, et 440 000 € en 2025 pour donc faire cette dernière phase de travaux de rénovation. Sur ce volet de la rénovation thermique du bâtiment restauration scolaire, les objectifs poursuivis sont les suivants. Donc, mutualisation des usages et réagencement de certains espaces afin d'améliorer les conditions d'accueil.
diminution des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, amélioration du confort d'été. Des demandes de subvention seront déposées à hauteur de 80% du montant hors taxe des travaux, puisque ça correspond au plafond, notamment auprès du conseil départemental dans le cadre d'un contrat grand projet Côte d'Or et auprès de l'État au titre du Fonds vert rénovation énergétique des bâtiments. Il vous est donc proposé d'approuver l'ouverture de l'autorisation de programme Les Aiguillons, rénovation thermique du restaurant scolaire et autres travaux sur le groupe scolaire d'un montant de 800 000 €, dont les crédits de paiement annuels sont répartis en 2023, 2024 et 2025. Merci, des travaux importants. Nous sommes déjà intervenus sur les bâtiments qui regroupent les classes. Là, maintenant, c'est celui qui concerne particulièrement le restaurant et des locaux que nous mettons à disposition du CNPP, par exemple. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc avec à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 11, il concerne une ouverture d'autorisation de programme dans le cadre des études thermiques et de programmation avant travaux. Tout à fait. Alors, la lutte contre le gaspillage énergétique et les passoires thermiques doit aujourd'hui être une priorité, à la fois sur le volet de la responsabilité environnementale, mais également pour des enjeux financiers. Pour permettre à la municipalité de planifier des travaux importants de rénovation thermique et d'identifier les bâtiments prioritaires, nous souhaitons lancer un vaste programme d'audit thermique et de programmation des travaux dans les 3 années qui viennent. Le patrimoine immobilier de notre commune représente plus de 33 000 m². Une dizaine de bâtiments municipaux seront ainsi concernés par ces études thermiques et de programmation, tels que l'ensemble de nos groupes scolaires, les équipements sportifs de l'Halle des Cèdres et de l'espace Mendès France, ou encore le bâtiment de château-service. Si depuis maintenant 2 hivers, nous menons une politique de réduction des consommations énergétiques et d'optimisation de l'utilisation du patrimoine immobilier de la commune, il semble aujourd'hui urgent d'obtenir un accompagnement sur la planification des grands travaux thermiques, sur la question de la mutualisation des usages et sur la stratégie patrimoniale de Quetigny. Le montant des études et de la planification avant travaux sont arrêtés à 200 000 €. Une demande de subvention a été également déposée au 3e trimestre 2023 à hauteur de 80% du montant des études auprès de l'État au titre du Fonds vert appui à l'ingénierie. Il vous est donc proposé d'approuver l'ouverture de l'autorisation de programme études thermiques et de programmation avant travaux d'un montant prévisionnel total de 200 kg € et la répartition des crédits de paiement annuels sur 3 exercices budgétaires, donc 2023, 2024 et 2025. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Il est vrai que ces dossiers ont été vus dans les commissions. Okay. Je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté là aussi à l'unanimité. Je vous remercie. Encore une ouverture pour l'autorisation de programme pour la rénovation de l'éclairage public communal. C'est le rapport numéro 12. Voilà, ça sera la dernière ouverture de autorisation de programme pour ce soir. Donc, les éclairages publics relevant de la compétence métropolitaine sont dorénavant tous passés en LED. S'agissant de l'éclairage communal concernant les voies communales, les parcs et les équipements sportifs, qui représentent environ 600 points lumineux, nous avons d'ores et déjà entamé cette transition dans les principaux terrains sportifs. Pour poursuivre cette dynamique de sobriété énergétique et afin de réduire la pollution lumineuse et ainsi protéger la biodiversité, nous vous proposons une autorisation de programme visant à moderniser les éclairages communaux en 2023, 2024 et 2025 pour un montant prévisionnel de 324 000 €. Les travaux de rénovation auront pour but le passage en LED de tous les points lumineux de la commune, permettant ainsi une réduction de consommation de l'ordre de 60%, soit environ 33 000 € d'économie par an, et d'obtenir une température de couleur plus adaptée à la protection de la biodiversité. Sur cette opération, une demande de subvention a été déposée au 3e trimestre également 2023, à hauteur de 80% du montant hors taxe de l'opération, auprès de l'État au titre du Fonds vert, rénovation des parcs de luminaires d'éclairage public.
Il vous est donc proposé d'approuver l'ouverture de l'autorisation de programme rénovation de l'éclairage public communal d'un montant prévisionnel total de 324 000 € et la répartition des crédits de paiement annuels sur 3 exercices budgétaires, 2023, 2024, 2025, selon le tableau joint en annexe 9, et d'autoriser Monsieur le maire à signer au nom de la commune tous les actes et documents à intervenir pour l'application de ces décisions. Merci. Monsieur Declercq. Oui, juste un tout petit mot. Évidemment, on est tout à fait pour l'accélération de ces travaux. C'est une très bonne chose, dans la mesure où c'est totalement rentable, étant donné l'économie réalisée dès que les travaux sont faits. Hein. Il y avait juste une question, j'en avais parlé à Philippe Schmitt aussi. Bon, c'est dommage, mais techniquement, il doit y avoir des raisons valables, je n'ai pas forcément bien comprises. Il est dommage qu'on ne puisse pas choisir d'éclairer un luminaire sur 2 ou un luminaire sur 3, etc., en fonction des circonstances. Apparemment, c'est pas facile, mais c'est dommage parce que selon les circonstances, les périodes de l'année, etc., ça serait bien. Mais évidemment, nous voterons pour. Philippe va vous répondre. Oui, alors je crois que... Enfin, on a aujourd'hui quand même pas mal de luminaires qui ont été modifiés sur la ville et on arrive à des consommations qui sont extrêmement basses. Et si on arrête des points, on aura des trous noirs. Et si on veut qu'il y ait une continuité sur l'éclairage public, on ne peut pas se permettre d'avoir des trous noirs. Je pense que de passer les LED sur tous les points et ensuite de baisser encore les intensités, puisqu'à 10 h du soir, on baisse de 50%, et à partir de minuit, ça redescend encore de 30%, on arrive à des consommations qui sont ridicules. Après, je crois que c'est le noir complet. Enfin, on ne va peut-être pas mettre la ville dans le noir complet, même si on a discuté de ça ensemble. Voilà, juste pour te rappeler ça. Okay. Voilà, donc on va mieux éclairer. On n'éclaire plus le ciel, en tout cas déjà. Et on va faire des Et économies. on va faire des économies. Merci. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc adopté à l'unanimité, là aussi, je vous remercie. Rapport numéro 13. C'est un rapport technique. C'est la fixation de la règle des amortissements pro rata temporis pour les durées d'amortissement et la fongibilité des crédits dans le cadre de la M57. Tout à fait, monsieur le maire. Et là, je laisse Isabelle Passeur vous répondre. Alors, je vais faire don de ne pas tout vous lire. Alors, pour cette délibération, effectivement, quelque peu technique, puisqu'elle concerne des écritures comptables liées à la nomenclature M57, il s'agit d'adopter les nouvelles dispositions sur les règles et les durées d'amortissement. S'agissant d'une part des règles d'amortissement, rappelons qu'avant le passage en M57, la commune débutait ses amortissements au 1er janvier de N+1. Avec la M57, le principe est celui de l'amortissement pro rata temporis. Autrement dit, nous calculerons pour chaque catégorie de biens immobilisés le ramortissement au prorata du temps prévisible d'utilisation. Et pour simplifier, nous proposons de faire démarrer la date d'utilisation du bien au 1er du mois de son utilisation. S'agissant d'autre part des durées d'amortissement, la dernière délibération remontait à 2017. Le tableau en annexe de la délibération reprend les différentes catégories de biens et précise les durées d'amortissement. Enfin, et comme nous l'avions vu lors du conseil municipal de novembre 2022 adoptant le passage à la nomenclature M57, sa mise en œuvre permet de mettre en place un assouplissement de gestion autorisant des virements de crédit entre chapitres. C'est ce qu'on appelle la fongibilité des crédits. Dans ce cas, le maire informera les membres du conseil municipal lors de la prochaine assemblée délibérante à travers les informations du maire. Voilà, donc il vous est donc proposé de passer au vote de cette délibération et je vous relis pas tout le détail. Avez-vous des questions, si vous des souhaitez. remarques, Monsieur Taïbi? Juste, ce n'est ni une remarque ni une question, mais c'est juste une demande simple. Vous avez fait allusion tout à l'heure à notre jeunesse, donc dans le conseil municipal. Sur certains termes, est-ce que c'est possible? Bon, on a eu des annexes, on a eu 14, donc on n'est pas à une près. Est-ce qu'il est possible d'avoir une sorte de lexique de
certains termes techniques, quoi. Alors, voilà. Bon, je sais que c'est pas toujours facile, non. Mais voilà, c'est une En petite commission demande toute simple, finance, on vous a proposé effectivement de vous faire une commission un petit peu exceptionnelle pédagogique pour vous refaire, On l'avait fait en début de mandat, mais comme vous n'étiez pas là, Monsieur Taïbi, on vous propose donc de faire une commission exceptionnelle en début d'année pour revenir effectivement sur qu'est-ce qu'un budget d'une collectivité, comment il est décomposé, et pouvoir effectivement vous répondre sur certains points. Et si vous avez besoin effectivement qu'on puisse vous faire un lexique par rapport à des termes un peu spécifiques, on sera à même de pouvoir vous le voilà, faire. en fait, c'est pas uniquement pour moi, c'est pour... Oui, non, mais voilà. tout à fait. Mais là, effectivement, c'est... Si vous voulez, c'est que, pour vous expliquer vraiment, c'est que on peut, à titre individuel, chercher tel ou tel terme et le trouver. Oui. Mais c'est l'acceptation que le conseil municipal veut, parce qu'on peut trouver différentes acceptations du même terme, du même concept, mais celle que vous retenez pour qu'on parle des mêmes choses quand on discute, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ça sera fait, il y a effectivement la volonté que chacun puisse participer en connaissant les langages, les codes, parce qu'en plus la comptabilité des collectivités n'est pas toujours simple. À décoder. Mais ce sera fait effectivement. On passe au vote. On passe au vote. Alors maintenant, sur ce rapport, je vous soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Là aussi, je vous remercie. Nous passons au rapport 14. C'est une série de renouvellements de conventions. Vous les connaissez puisque nous les passons chaque année. Et c'est Sandrine Mutin qui va nous les présenter. Et la première, c'est un renouvellement de la convention avec le conseil départemental de Côte-d'Or dans le cadre du schéma départemental enseignement et pratique artistique en Côte-d'Or. Sandrine. Merci Rémi. L'école municipale de musique, de danse et des arts de Quetigny compte 370 élèves. Elle propose des cours d'instruments de musique, tels que le saxophone, le piano, le violon, la trompette, etc., des pratiques collectives amateurs, des cours de solfège, des cours d'éveil musical pour les tout-petits, des cours d'art plastique et des cours de danse. L'EMDA organise régulièrement des spectacles amateurs et des journées portes ouvertes, des interventions dans les écoles, dans le cadre des parcours d'éducation culturelle et artistique, un concert en temps scolaire, ainsi qu'un atelier de pratique vocale au sein du collège Jean Rostand. Une petite aparté, vous êtes tous invités au concert du Téléthon le samedi 9 décembre à partir de 18h. Je continue. Je rappelle également que lors du conseil municipal de mai dernier, nous avions adopté la refonte de la grille tarifaire de l'EMDA, avec une tarification au taux d'effort permettant une accessibilité au plus grand nombre. Enfin, le nouveau projet d'établissement est en cours de finalisation. Ce dernier a été validé par le comité d'usagers et sera étudié par la commission culture très prochainement. À ce titre, notre municipalité et le département de la Côte-d'Or ont signé une convention dans le cadre du schéma départemental des enseignements artistiques afin de soutenir l'offre d'enseignement artistique de l'école de musique de Quetigny. La délibération qui vous est soumise propose de renouveler cette convention qui nous lie au département et pour laquelle une subvention annuelle de 45 900 € est attribuée par le département de la Côte-d'Or à notre ville pour l'année en cours. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à demander le renouvellement du classement de l'EMDA au niveau A du schéma départemental, enseignement et pratique artistique en Côte-d'Or, et signer la convention avec le conseil départemental dans le cadre du schéma départemental enseignement et pratique artistique en Côte-d'Or, joint en annexe 11, ainsi que les éventuels avenants pouvant survenir au cours de l'exécution de celle-ci. Merci. Merci. La culture, c'est important. Nous distribuons d'ailleurs plus de bourses culture cette année pour que, effectivement, chacune et chacun puisse pratiquer un art d'une manière générale. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc,
là aussi adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport 14, c'est une convention de partenariat avec la ville de Longwy pour l'ensemble de saxophones. Sandrine. Merci. Nous vous proposons de renouveler le projet commun avec le Conservatoire de Longwy et l'École municipale de musique, de danse et des arts de Quetigny, existant depuis la saison 2017-2018, pour la constitution d'un ensemble de saxophones communs. Les deux communes s'engagent à part égale dans les moyens humains et matériels nécessaires au déroulé de ces cours collectifs, permettant ainsi la mutualisation des moyens au profit de prestations supplémentaires pour les usagers de l'école. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention partenariale de collaboration pédagogique entre la ville de Quetigny et la ville de Longwy pour la saison 2023-2024, jointe en annexe 12, ainsi que les éventuels avenants pouvant survenir au cours de l'exécution de celle-ci. Merci pour les saxophonistes. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une dernière convention, c'est la convention de partenariat avec l'école de musique de Chevigny-Saint-Sauveur pour l'orchestre avant. Sandrine, toujours. Merci. Comme la délibération précédente, nous vous proposons de reconduire le partenariat avec l'école de musique de Chevigny-Saint-Sauveur pour une pratique collective d'un ensemble d'instruments avant. Les deux communes s'engagent à part égale dans les moyens humains et matériels nécessaires au déroulé des cours collectifs. Dans l'optique de poursuivre cette collaboration entre les deux établissements, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention partenariale de collaboration pédagogique entre la ville de Quetigny et l'École des Arts Chevinois pour la saison 2023-2024, qui est jointe en annexe 13, ainsi que les éventuels avenants pouvant survenir au cours de l'exécution de celle-ci. Merci. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport 17. Et c'est Mme Catherine Gauzy qui veut nous emmener à la guinguette du printemps. Merci, Monsieur le maire. Les seniors d'aujourd'hui ne sont pas les seniors d'hier. C'est pourquoi notre action à destination des aînés évolue et s'étoffe d'activités, telles que disait Monsieur le maire, donc la guinguette du printemps dernier, ou des cours d'aquagym qui ont été lancés en 2023, au mois de septembre. Ces deux actions ont rencontré un franc succès auprès de la population âgée. L'arrivée de nouvelles pratiques ainsi que de notre démarche de labellisation Ville Amie des aînés sont donc l'occasion de redéfinir la grille tarifaire proposée par notre service cohésion sociale à destination des seniors. Nous avons fait le choix de garder une tarification simple et claire, d'instaurer une progressivité tarifaire pour plus d'équité et également d'instaurer une tarification pour les extérieurs à la commune. Nos tarifs qui ont été étudiés en commission solidarité et que vous trouverez en annexe sont très attractifs et ont pour objectif d'accompagner les seniors, de lutter contre l'isolement, de participer au bien-vivre. L'ouverture prochaine du 3e lieu La Parenthèse permettra également d'offrir à nos aînés des instants conviviaux et des animations supplémentaires dans un lieu favorisant la mixité intergénérationnelle. Il vous est donc proposé d'adopter donc ces tarifs qui sont joints donc en annexe 14 et d'autoriser Monsieur le maire à procéder aux modifications dans les différents documents faisant référence aux tarifs de la cohésion sociale. Merci. Les aînés sont actifs. Sur ce dossier, avez-vous des remarques? Il n'y en a pas. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc adopté là aussi à l'unanimité. Je vous remercie. Peut-être, chers collègues, avant de terminer ce conseil municipal par les informations du maire et le vœu présenté
par la liste de Réinventons Quetigny, je tiens à remercier l'ensemble des élus qui ont participé à la réunion de travail ouverte à chacun d'entre nous concernant la rédaction, la création d'une charte de la démocratie participative. Cette charte, fruit du travail des élus, a pour objectif de présenter, d'encadrer nos démarches de participation citoyenne à venir. Il n'y a pas d'obligation de délibérer sur ce sujet, mais je tenais à souligner au conseil municipal ce travail collaboratif. La charte de la démocratie issue du groupe de travail sera prochainement publiée et sera présentée aux habitants lors du lancement de la concertation sur le devenir de la plaine des Aiguisans le 7 décembre prochain. Vous avez tous un exemplaire de cette charte sur votre table, c'est ça, qui décrit les engagements de la municipalité dans le cadre de l'organisation de démarches participatives. Elle explicite les degrés de participation participative ainsi que le budget d'initiative citoyenne. Je tenais à faire ce point, saluer l'ensemble des élus, notre collègue Sophie Paniquet qui s'est beaucoup engagée dans ce travail également avec les services de la ville, avec Mme Amandine Pedeux aussi. Mais ce travail était important et en plus il nous permet en tout cas de travailler dans l'intérêt global des habitants. Ensuite, vous avez les informations avec des renouvellements d'adhésion, l'état récapitulatif des indemnités annuelles, comme la loi nous fait obligation de les souligner. Et puis, nous arrivons donc aux vœux et questions orales. Vous rappelez le principe. Je dois vous demander si vous acceptez que notre collègue, c'est Gérard Declin, je pense qu'il va nous présenter. Donc, si vous acceptez d'examiner ce vœu, et effectivement, la guerre a de nouveau éclaté entre Israël et la bande de Gaza, et cette guerre nous horrifie tous, on le voit chaque jour, et je crains malheureusement que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. C'est pourquoi je vous propose effectivement de voter en faveur de la présentation de ce vœu, en faveur d'une trêve humanitaire immédiate, durable évidemment, et soutenue, menant à la cessation des hostilités dans le cadre de ce conflit israélo-palestinien. Voilà, donc pour que ce vœu soit examiné, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, et donc qui est pour? Merci, Monsieur Declin. Je vous propose que vous nous lisiez le vœu. Oui, juste une toute petite précision. Lorsque j'ai envoyé le vœu, son titre était « Motion déposée par les élus de Réinventons Quetigny pour le conseil municipal ». Le titre qui figure sur la convocation précise un peu les choses. Il est issu de la résolution de l'ONU. Évidemment, nous sommes favorables à cette résolution, mais pour clarifier les choses, je voulais juste le signaler. Il n'y avait pas de référence explicite à la trêve humanitaire dans le titre. Voici donc ce vœu. Le conseil municipal de Quetigny condamne sans réserve les actes terroristes du Hamas commis le 7 octobre à l'encontre de civils israéliens. Si ces atrocités ne remettent pas en cause la légitimité de la résistance palestinienne et sa lutte pour vivre en paix et en sécurité dans un territoire indépendant, rien ne peut les justifier. Israël a le droit de se défendre et de vivre en sécurité, mais ce droit n'autorise pas le déferlement de vengeance aveugle et criminelle dont se rend coupable le gouvernement Netanyahou à Gaza. Après 5 semaines de conflit, Gaza est devenu un cimetière pour des milliers d'enfants. Parole de James Elder, porte-parole de l'UNICEF à Genève. Plus de 10 000 personnes y ont été tuées ou sont portées disparues, selon le ministère de la Santé palestinien contrôlé par le Hamas. En plus des morts, dont les 2 tiers sont des enfants et des femmes, on compte environ 20 000 blessés et disparus ou sous le décombres. Même les otages, dont des Français, sont touchés. Aucun endroit n'est sûr dans la ville.
Selon l'UNRWA, Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, sur 1,4 million de personnes déplacées, plus de 670 000 ont dû trouver refuge dans les écoles et sous-sols de l'agence. Des journalistes et des agents de l'ONU ont été tués. Le centre culturel français a été bombardé. La punition collective infligée par Israël aux Gazaouis est un crime de guerre à double titre, car elle frappe très majoritairement des civils innocents et elle est contraire au droit international. Le blocus qui prive la population d'eau, de médicaments, de nourriture, d'électricité, de gaz, de carburant, les vivres n'arrivent qu'au compte-gouttes à la frontière, est inhumain et interdit par les conventions de l'ONU. Les bombardements systématiques ou généralisés de logements, de biens et d'infrastructures civiles, hôpitaux, écoles, etc., sont strictement interdits par le droit international humanitaire et par les droits de l'homme. Tout doit être fait pour libérer les otages sains et saufs, mais aussi les prisonniers administratifs palestiniens, victimes d'arbitraire et arrêtés sans jugement. Le gouvernement français a voté la résolution de l'ONU du 27 octobre 2023 demandant une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à la cessation des hostilités. Le conseil municipal de Quetigny lui demande de tout faire pour un cessez-le-feu immédiat, la mise en place d'une aide humanitaire urgente à la hauteur des besoins de la population, la libération des otages civils enlevés par le Hamas et des prisonniers palestiniens incarcérés sans jugement par l'autorité militaire qui gère la Palestine occupée. La levée du blocus imposée illégalement aux Gazaouis depuis 2006. Merci. L'instant est grave. Effectivement, l'humanité est menacée. Il nous faut avoir le courage de la paix. Le rassemblement que nous avons conjointement organisé vendredi dernier, place centrale, a démontré l'union de la gauche de Quetigny pour s'élever contre les atrocités qui se déroulent à l'heure actuelle, nous le dit et nous le répétons, dans la bande de Gaza. Notre majorité partage votre vœu d'un cessez-le-feu immédiat, de la mise en place d'une aide humanitaire, de la libération des otages civils et de la levée du blocus de la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit reprendre la construction d'une paix durable basée, je le crois, sur le respect des peuples, sans maintenir un joug sur les populations voisines, et en exigeant l'application du droit humanitaire et du droit de la guerre, en favorisant l'émergence d'États de droit, en érigeant la démocratie et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui est loin d'être le cas, effectivement. Y a-t-il d'autres interventions? Kéra. Je voudrais juste, bon, je suis d'accord bien sûr avec le contenu, je voudrais juste savoir comment on peut faire passer ce vœu. Et dans la rédaction, je pense qu'il serait souhaitable de dire ce qu'on va faire de ce vœu, à qui on va l'envoyer. On demande au gouvernement, mais peut-être qu'il faudrait mandater le maire pour faire passer ce vœu. Parce que pour le moment, si on s'en arrête là, on fait le vœu tout seul, mais qu'est-ce qu'on en fait? Il va à la préfecture. Et le préfet doit rendre compte des délibérations qui sont prises dans le cadre des différents conseils municipaux. Mais on peut aussi l'envoyer effectivement à la présidence de la République en disant que le conseil municipal s'est réuni aujourd'hui et le vœu présent a été présenté et accepté par l'ensemble du conseil municipal. Si vous en êtes d'accord. Madame Dos Santos. Nous avons accepté que votre vœu soit lu ce soir, tant le sujet est malheureusement d'actualité et touche chacun d'entre nous. Nous partageons celui-ci essentiellement sur la deuxième partie. Nous dénonçons et condamnons les actes abominables
dont les deux territoires ont été victimes ces dernières semaines et même ces dernières décennies. Rien ne peut excuser ou légitimer ces actes de barbarie. Rien. Le temps est venu de chercher une issue à cette violence et à ces crimes. Le temps de la paix, le temps de la tolérance. Enchérir en mettant en balance l'un ou l'autre ne fera qu'attiser la haine et ne résoudra rien. Et pire, cela risque surtout d'aggraver la situation. Nous appelons donc à un dialogue constructif sur un cessez-le-feu immédiat. Nous appelons à la libération des otages, quels qu'ils soient, et espérons que la négociation en cours aboutira. Nous appelons à l'instauration d'une aide humanitaire d'urgence et surtout à la construction d'une paix réaliste et durable. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets au vote. Non, on vote pas. Mais on peut. Moi, je trouve que ce soir, on pourrait le voter. Et même si j'ai pas de doute sur le scrutin, en tout cas, mais je pense qu'on peut réaffirmer encore plus en le votant. Et je soumets à votre approbation donc ce vœu qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir et qui vote pour. Et ainsi, nous pourrons dire qu'à l'unanimité, le conseil municipal présente ce vœu. Merci à vous. C'était le dernier point à l'ordre du jour. Je vous en remercie et vous souhaite une belle soirée.